Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Maston Pater. Excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour faire la preview de la semaine 8 de NFL. Et pour ce faire, je suis avec PA. Salut PA. Salut Alex, bonjour à toutes et à tous. Et ouais, ça y est, c'est déjà la semaine 8, tous les London Games se sont déroulés. Les pauvres Londoniens, ils ont vécu deux matchs assez atroces et un plutôt bon match pour le coup. Et ça y est, retour en terre américaine pour suivre l'intégralité des matchs cette semaine. C'est ça, et cette semaine, pas de bye pour aucune équipe. Toutes les équipes jouent cette semaine, ce qui est assez marrant en milieu de saison d'avoir tout le monde qui joue. Donc voilà, aujourd'hui, vous pourrez regarder, aujourd'hui, dimanche, entre jeudi, dimanche et lundi, vous aurez toutes les équipes qui jouent. C'est assez cool, donc il y en aura pour à peu près tout le monde normalement dans cet épisode. Je vous rappelle du coup de nous suivre partout, que ce soit sur Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, Discord, tout le front office, le lien Discord est dans la description, et surtout Twitch, puisque nous faisons un live mercredi à 21h pour le top 11 des wide receivers, qui s'annonce déjà assez épicé. Il semblerait, selon les premiers retours. C'est ça, parce que c'est Trey qui sera à l'animation et qui nous a déjà dit qu'il avait envie d'insulter des gens. Je me sens visé, puisque je sais ce que j'ai fait dans mon classement, et donc je sais ce qui va se passer. Mais c'est comme ça, je défendrai mes choix et je serai le GG des receveurs avec des takes un peu douteuses. Donc voilà, et ben on a hâte de faire cet épisode qui va changer un peu par rapport au quarterback, parce que pour le coup là, il y a un pool beaucoup plus gros. Je pense on sera à peu près d'accord sur le premier, peut-être les trois premiers, mais il semblerait même pas là-dessus. Je peux te dire direct, on n'est pas d'accord sur le premier. C'est vrai. Ouais, c'est sûr. Donc ouais, il y aura moins de consensus, effectivement. Donc ça va être marrant. C'est en fonction de la question à laquelle on répond. Hein. La question, c'est si vous deviez aller au Super Bowl et que votre équipe doit trader, puisqu'on sera juste avant la trade deadline, si vous devez trader pour un joueur, lequel vous prenez. En gros, on retire toute dimension d'âge, de contrat, etc. Il y a des chances que notre discours soit un peu biaisé aussi, ou le ressenti des gens soit biaisé par rapport à la semaine 8 qui va se dérouler. Donc, qui a déjà commencé. Sachant qu'on a déjà fait nos classements, pour le coup, normalement tous. Donc avant, je sais pas si tout le monde l'a fait avant le Thursday Night Football, mais en tout cas on est beaucoup à l'avoir fait avant. PA, je te laisse la main pour commencer cet épisode avec le petit moment consulting. Ouais, pour la question de la semaine, du coup, on se posait la question de savoir quelle division semblait en tout cas déjà jouée, parce qu'on est quasiment à mi-parcours sur cette saison. Et puis au niveau des autres divisions, quels seraient les favoris, ou en tout cas l'équipe qui se dégageait pour remporter le titre de division et du coup accéder aux playoffs. Du coup, j'ai scindé AFC, NFC, et pour moi là-dessus, je ne sais pas si tu vas me rejoindre, mais il y a deux équipes en AFC qui se dégagent clairement dans leur division, qui ont vraiment pris de la distance par rapport à leurs équipes concurrentes. Donc pour moi, l'AFC Est est déjà quasiment joué avec les Buffalo Bills, puisqu'ils sont à 5 victoires, 2 défaites, quand les Dolphins et les Jets, donc les concurrents, les équipes les plus proches, sont à 2-4 et 2-5 respectivement. Il y a également, du coup en AFC Ouest, ça va choquer personne, mais les Chiefs en 6-0 et les Broncos en 4-3. Ouais, les Broncos ils sont vraiment pas mal sur ce début de saison et les Chiefs ils sont à quelques plays. Les Chiefs sont à quelques plays d'être avec un bilan similaire ou moins bon que celui des Broncos. C'est vrai, mais pour le coup, voilà, ils sont un tout petit peu plus un peu plus haut qu'à l'équilibre. Les Broncos, quand pour les Chiefs, ils sont à 100% de victoire. Donc et il n'y a pas eu, comme je le répète, il n'y a pas eu encore de match entre les deux équipes. Donc ça pourrait aussi modifier la donne là-dessus, mais en tous les cas, ce sont les deux qui se détachent vraiment dans leur division et qui semblent quand même bien partis pour la remporter. Du coup, les questions se posent un petit peu plus pour les autres divisions. Donc en AFC, pour l'AFC Nord, on a les Ravens et les Steelers qui ont l'air quand même relativement bien partis en 5-2 tous les deux. Toi, tu vois qui l'a remporté ?
Ah, moi je vois les Ravens, mais de loin. Quand tu regardes le calendrier des Ravens, qui sont en 5-2, c'est déjà un miracle. Parce qu'ils ont joué, à part les Raiders, qui ont d'ailleurs perdu le match, ils ont perdu le match, ils ont joué presque que des contenders, en tout cas au playoff. Puisqu'ils ont commencé par les Chiefs, ensuite ils ont fait les Cowboys, puis les Bills, puis les Bengals, puis les Commanders, puis les Buccaneers. Avec les Raiders en deuxième semaine. Donc tu es sur un calendrier qui est quand même ultra difficile et tu es en 5-2. Je trouve que tu as moins de questions sur l'équipe que du côté des Steelers. Donc pour moi, les Ravens, ils sont assez hauts et je pense que ça va continuer comme ça en tout cas. Ouais, puis là, il donne une impression vraiment de puissance de rouleau compresseur qui est quand même Ouais. assez impressionnant, effectivement. On a l'impression que là, la machine, elle est lancée, que ça a eu du mal à décoller, mais là, ils sont sur 5 victoires consécutives et ouais, on voit pas qui va pouvoir aller les chercher. Après, il y aura toujours les matchs intra-division. C'est toujours un petit peu dangereux. On sait que l'année dernière, les Steelers, ça va faire un 6/6. Ouais. On va voir cette année ce que ça va donner de leur côté. Il reste encore des matchs difficiles en plus, hein, parce qu'il reste les Eagles, il reste les Texans, comme tu as dit, il reste 2 fois les Steelers, il y a 2 fois les Browns, alors on pense ce qu'on veut des Browns, mais ça reste de la division. Il y a les Broncos, il reste un match contre les Bengals. Vraiment, il y a les Chargers aussi qui sont pas simples à jouer. Ton seul match, tes matchs abordables, c'est les 2 contre les Browns et le match contre les Giants. Mais à part ça, tu as des matchs qui sont disputés tout le temps, quoi. C'est vraiment des affiches de playoff toutes les semaines, presque. On avait dit, hein, de toute façon, que la FC Nord rencontrait croisé avec des grosses divisions de l'autre côté de la NFC, donc on savait que ça allait être compliqué. Et on avait aussi dit que les Steelers avaient un début de calendrier relativement abordable. Ça aurait pas été étonnant qu'ils soient justement en 5-1, 5-2, c'est ce qu'ils sont, mais que ça allait quand même beaucoup se durcir. Après, sur ces équipes-là, je dirais légendaires, quand ça commence bien une saison, tu sais pas comment ça peut finir, même si le calendrier se durcit un petit peu en termes de confrontation. Quand il y a la confiance, ces équipes-là, elles peuvent aussi créer une certaine envie de victoire, une fin de victoire. Et j'ai regardé, j'étais assez surpris, mais TJ Watt, par exemple, il arrive quasiment sur la trentaine, il a 29-30 ans. Le mec il est vraiment au pic il est au prime de sa carrière, donc lui, il va clairement vouloir avaler du quarterback. Donc voilà, ils sont en 5-2, ils n'ont pas volé leurs 5 victoires. À voir ce que ça va donner sur la suite. Mais je te rejoins. Pour moi, les Ravens vont tranquillement prendre la tête. Et je mettrai aussi une petite piécette sur les Bengals pour le fait qu'ils fassent les playoffs en tant que meilleur deuxième ou meilleur troisième. Ok. Les Même Bengals, si le calendrier est difficile. Ouais, mais ils peuvent remonter, on les connaît. Hein. Ils démarrent mal et après ils reprennent. C'est toujours la même chose. Pour la FC Sud, du coup, plutôt surpris. Parce qu'on a les Texans malgré tout en tête, donc ça c'était un petit peu attendu en 5-2. Mais derrière, on a les Colts en 4-3, qui du coup les talonnent avec parfois Richardson, parfois Flacco. Bon, après, pour les deux autres compères, je dirais, de la division, ça semble jouer, parce que les Jacks sont en 2-5 et les Titans en 1-5. Ouais. Donc pour moi, ça va jouer entre les Texans et les Colts. Et hasard du calendrier, c'est la rencontre de cette semaine. Donc si les Colts l'emportent, ils prennent la tête de la division, un petit peu à la surprise générale, je pense. Je pense aussi. J'y crois pas trop. Si je suis honnête, j'ai du mal pour l'instant à y croire côté Colts. Richardson, c'est censé être une année de découverte de la NFL. On voit qu'il y a encore énormément d'erreurs et j'ai du mal à voir cette franchise des Colts aller gagner quand il faut. Ce que je vois beaucoup plus les Texans faire. Et je serais pas surpris pour le coup que les Colts finissent derrière les Jaguars. Okay. Voilà, parce que, et je pense que c'est pas un échec quoi qu'il arrive. Si tu fais une saison où tu es en 8-9 ou en 7-10, mais que Richardson corrige pas mal d'erreurs qu'il a dans son jeu, je pense que ce sera une saison réussie pour l'avenir. On sait très bien qu'ils vont pas gagner le Super Bowl cette année. Là, tu parles de match de cette semaine. Si je te dis que les Colts jouent avec Flacco en quarterback. Là, j'ai une autre réponse. Là. Mais je pense que c'est pas intéressant pour eux de jouer avec Flacco. Flacco, il a 37 ans. C'est l'avenir de aucune franchise. C'est un bon mentor, mais c'est pas un mec qui vient pour pour jouer à fond et développer quoi que ce soit. Si tu me dis aujourd'hui qu'une franchise qui perd un QB et qui est qui est en 5-2 ou en 6-1, je dis une bêtise, hein, mais tu me dis que Flacco il vient aux Chiefs par exemple parce que Mahomes s'est blessé, bah ok, là tu vas le faire jouer parce que tu sais très bien que la saison d'après tu remets Mahomes comme si de rien n'était et basta. Là tu as les deux qui sont disponibles, je trouverais ça bête de ne pas mettre Richardson pour le faire progresser. Surtout que les Chiefs ont perdu Bailey Zappi sur leur practice squad, donc c'est dommage. C'était la future terreur de la NFL. Pour la NFC,
déjà en début de saison, on avait dit que cette conférence était quand même très homogène. Ça se retrouve clairement dans les divisions, on va pas se le cacher, parce que il y a aucune division pour laquelle il y a une équipe qui se détache réellement. Les quatre sont vraiment extrêmement serrés. Donc pour la NFCS, donc la belle surprise de cette année, les Commanders sont en tête, en 5-2, donc avec un match supplémentaire que joué par rapport aux Eagles qui sont en 4-2, et les Cowboys sont en 3-3. Les Giants sont en 2-5. Pour toi, est-ce que les Commanders du coup vont réussir à rester sur leur lignée de début de saison, ou ça va être plus compliqué de garder un petit peu ce rythme-là? Je te laisse donner ton avis d'abord. Parce que j'ai fait mon avis en premier sur la FC, je te donne un peu de NFC. Pour la NFCS, moi j'ai bon espoir. Alors je sais pas du coup si c'est une envie personnelle ou une volonté de les voir gagner ou pas, mais je pense qu'il y a une vraie possibilité. Ils se sont pas encore rencontrés en intra-division, sauf les Giants qui ont rencontré une fois chaque équipe et qui du coup ont fait une défaite à chaque fois. Donc ils sont en 0-3 en division, mais les matchs intra-division vont être ultra intéressants, vont donner beaucoup de réponses, je pense, à nos interrogations. Euh, je dirais que si les Commanders, même s'ils ne remportent pas la division, mais finissent au moins deuxième et potentiellement ont un shot en playoff, ça sera une excellente saison pour eux. Donc à voir ce que ça va donner. Ça va dépendre aussi de la santé, on y reviendra, de Jaden Daniels sur l'intégralité du reste du calendrier. Mais pour le coup, ouais, je les vois bien tenir le rythme parce que les Eagles, on a l'impression qu'ils peuvent perdre des matchs de temps en temps. Les Cowboys, c'est également, voilà, ils sont à 50%, donc c'est pas anodin. Je les vois bien continuer parce que eux, étant donné qu'ils avaient fini dernier de leur div l'année dernière, ils vont avoir un calendrier un petit peu plus simple, je dirais, que les trois autres de la div. Donc pourquoi pas surfer là-dessus. Ouais, moi je pense que les Commanders, s'ils arrivent à faire un move à la trade deadline, notamment défensif, je pense que là ils peuvent vraiment continuer. Je pense qu'ils peuvent continuer aussi quoi qu'il arrive, mais suivre le rythme des Eagles, je pense que voilà, c'est un rythme quand même qui est assez compliqué à poursuivre en saison régulière. En plus de ça, les Eagles sont en 4-2 certes, mais ils sont en 3-0 avec AJ Brown qui a eu sa blessure qui est revenue. Voilà, quand il est là, l'équipe elle est totalement différente et donc je pense que comment dire que voilà, si tant qu'il est là, je vois les Eagles plutôt revenir et rattraper les Commanders. Les Commanders qui iraient en playoff quand même quoi qu'il arrive à mon avis. Mais voilà, je pense que ça dépend de la santé d'AJ Brown parce que voilà, l'attaque elle est totalement différente avec et sans lui. Ouais. Euh, c'est vrai qu'ils peuvent sembler être en bonne position, les Commanders, pour aller en playoff, mais faut voir aussi les autres divisions. Si on continue sur la NFC Nord, les Lions sont en tête comme attendu, mais peut-être un tout petit peu plus difficilement, et pas de leur fait, parce qu'ils sont en 5-1. Mais les Vikings et les Packers sont en 5-2, sachant que les Vikings ont déjà joué leur match de la Week 8. Et les Bears sont en 4-2. Pour le coup, je vois bien moi les Lions poursuivre là-dessus parce qu'ils ont fait quand même une très grosse impression contre les Vikings la semaine dernière. Voilà, ils ont vraiment montré qu'ils étaient les patrons de la NFC Nord. À voir pour le reste du calendrier parce qu'ils vont avoir des matchs assez serrés également. Et puis à voir aussi au niveau des adversaires de div si eux vont baisser un petit peu de rythme. Je pense aux Vikings parce que, ils ont enchaîné une deuxième défaite, on y reviendra. Les Packers, à voir si eux ils peuvent continuer également sur ce rythme-là effectivement. Et c'est pour moi, tu vois, les Packers et potentiellement les Bears qui peuvent être un danger pour les Commanders. Ouais, je suis assez d'accord parce que depuis que tu as dit que tu misais sur les Vikings chaque semaine tant qu'ils perdaient pas, les Vikings ils font que perdre. Donc voilà, on verra ce que ça donne pour eux. Je pense que les Lions ça reste l'équipe quand même supérieure à peu près à toutes les équipes de NFC, donc je dirais que ce serait eux. Les Bears, moi j'ai un peu plus de mal. Je pense que voilà, encore une fois, dès qu'ils vont devoir commencer à se déplacer un peu plus, ça risque d'être compliqué parce que là ils sont à 4-0 à domicile et 0-2 en extérieur. Ils ont toujours joué personne dans la division. Ouais. Quand ils vont commencer à jouer leurs 6 matchs qui leur arrivent, à voir comment ils réagissent. Et je pense qu'en fonction du bilan qu'ils ont, s'ils ont un bilan positif, je les vois faire les playoffs. Avec un bilan négatif dans la division, je parle. Je pense que j'aurais du mal à les voir faire quoi que ce soit. Donc pour l'instant, ouais, assez. Je resterai en gros le classement qu'il y a pour l'instant. Ouais, en gros Lions en premier, Bears en quatrième, et après j'inverserai peut-être Packers et Vikings, on va dire. Sur la dynamique et puis sur ce qu'ils ont montré aussi en début de saison. Ouais, et puis les Packers, encore une fois, il y a Jordan Love qui est revenu et ça fait du bien, même si Malik Willis ça fait un bon intérim. Mais Jordan Love, ça reste quand même leur QB sur lequel ils veulent construire et une partie vraiment clé de leur attaque, si ce n'est la partie clé de leur attaque, parce que c'est pas ils n'ont pas un receveur superstar comme
comme les autres équipes de cette division. La NFC Sud, alors, les deux équipes qui se détachent étaient assez attendues, je dirais, en début de saison, avec les Falcons en 4-3, les Bucks également en 4-3. Les Saints qui sont en 2-5, alors je sais pas, ça peut être une mini surprise par rapport au début de saison quand ils avaient commencé en 2-0, même si on les attendait malgré tout pas très très haut cette année. Et puis les Panthers en 1-6. Moi je les attendais un peu plus haut, je vais pas le cacher, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit, mais effectivement 1-6, bon, j'ai l'impression que la saison, en tout cas pour les Panthers, elle est déjà fichue. Mais pour les Falcons et les Bucks, toi, tu vois qui remporter la div à la fin de la saison? Sachant qu'ils se sont déjà rencontrés une fois, les Falcons l'avaient remporté en overtime et se re-rencontrent cette semaine. Ouais, bah si tu m'avais posé la question la semaine dernière, je t'aurais dit les Buccaneers, et cette semaine, je te dis plutôt les Falcons. Et les Saints, je m'attendais à ce qu'ils soient pas bons cette saison. Par contre, quand ils avaient tout le monde qui était en forme et en bonne santé, ils ont quand même été bien meilleurs que ce que je pensais. Et là, dès que tu perds, c'est sûr que quand tu perds quasi toute ta ligne, que tu perds ton receveur star, ton titulaire quarterback, ça devient un peu compliqué d'attaquer correctement. Donc voilà, plutôt les Falcons. On dirait les Rams, on dirait les Rams il y a 2-3 ans. Ouais, c'était horrible, les pauvres. Ouais. Même chose que toi. Pour moi, les Falcons te tiraient vraiment la bourre avec les Bucks. Les Bucks, ça a fait un bon début de saison avec une petite défaite voilà, un peu bizarre contre les Broncos de mémoire. Mais on sentait les Bucks en pleine forme et clairement leader de la division, en tout cas bien parti pour la remporter. Puis cette défaite un petit peu étrange contre les Falcons. L'énorme blessure là, de Godwin, il semblerait que ce soit fin de saison, même si lui, il espère revenir. Bon, ça me semble bon, délicat pour lui. Et puis Evans qui va être absent sur 4 semaines. Donc pas 4 matchs parce qu'il y a une bye week, mais 4 semaines. Ça peut faire la différence et on verra cette semaine. Si les Falcons, s'ils le remportent, ils ont le tiebreaker hein, avec 2 victoires contre les Bucks. C'est comme s'ils ont 2 victoires d'avance, même s'ils sont en 5-3 et les Bucks en 4-4. Bah, c'est comme s'ils avaient 2 victoires d'avance. Quoi. Donc ce match-là va être important ce week-end, clairement. Et pour finir, la division surprise, sauf pour GG, on le rappellera, la NFC West, donc avec les Seahawks en tête en 4-3, les Cards en 3-4, les Rams et les Niners en 3-4 également. Alors là, pour le coup, l'énorme surprise, c'est pas de t'en voir les Seahawks en 4-3, mais plutôt de voir les Niners en 3-4. Toi, tu les vois remonter les Niners ou tu dis vraiment que c'est une saison galère, une saison un peu pourrie, la gueule de bois du Super Bowl, on peut l'appeler comme on veut, et qui vont pas réussir à remonter? Bah, les pauvres, là, aujourd'hui, ils ont. J'aurai le temps d'en parler un peu plus tard, mais ils ont leur running back titulaire qui est blessé, ils ont leur receveur titulaire 1 qui est blessé, leur receveur titulaire 2 qui est blessé, et leur numéro 1 tour de draft qui s'est fait tirer une balle dans le ventre avant le début de la saison. Ton calendrier, pour le coup, voilà, t'as joué les Jets, les Vikings, les Rams, les Patriots, les Cards, les Seahawks et les Chiefs. Être en 3-4, ça m'inquiète un peu parce que le calendrier était plutôt abordable, je trouve. C'est pas le calendrier des Ravens qu'on a cité tout à l'heure, par exemple. Et là, ouais, non, ça m'inquiète un peu, mais je pense qu'ils vont remonter. Après, est-ce qu'ils vont gagner la division? Je sais pas. Ils sont qu'à une victoire de la division, quasiment, hein, puisque le bilan des Seahawks à l'intérieur de la division, il est pas bon. Avec les Cards qui est vraiment bien en 2-0 pour l'instant. Donc, pour moi, il n'y a aucune de ces 4 franchises qui me rassure plus que ça depuis le début de saison. Et donc, je pense qu'il va y avoir un reset qui va se faire assez rapidement. Il suffit que tu aies une équipe qui fasse 2 défaites de suite. Et là, bah, ça devient un peu compliqué. Une équipe qui fait 2 victoires de suite, boum, ça remonte. Les Rams, ils étaient en 1-4. Ils étaient en 1-4 et là, ils sont en 3-4. Bah, voilà, tu peux remonter assez rapidement dans la division. Et donc voilà, je me dis, ça peut le faire. Sachant que les Niners, c'est l'équipe qui a le plus gros différentiel de points de cette division avec plus 22, alors que les Seahawks ils sont à plus 16 par exemple. Donc vraiment, c'est des matchs qui ont été serrés qu'ils ont perdus et des matchs qui étaient pas du tout serrés et qu'ils ont gagnés. Ouais, ils ont pu prendre de l'avance avec le match contre les Patriots. Ouais, par exemple, les Seahawks, ils ont mis plus 12, voilà. Ouais. En vrai, je vois pas les Niners remporter la division. Je verrais bien les Rams remonter, donc pour moi les Cards finir 4e. Et je serais pas étonné que les Niners finissent 3e et les Rams 2. Et les Seahawks garder le lead. Je vois trop de blessures, trop de trucs du côté des Niners. On a parlé de côté de l'attaque, mais côté défensif, Javon Hargrave, il est out saison aussi. On voit que défensivement, quand même, c'était une pièce essentielle, hein, parce que Bossa, il a un petit peu plus de mal à faire des sacs. La défense prend quand même beaucoup de points, beaucoup de yards.
Donc ouais, j'ai du mal à voir les Niners bien remonter. Je pense que ça va être une saison un peu galère. Ils vont faire peut-être je sais pas, un 9-8, 9-8 en bilan global et pas de playoff. C'est possible, franchement c'est possible, ça me surprendrait pas. Après je me dis ils sont en 3-4 en ayant autant de blessures, donc il y a un moment où quand les gens vont revenir bien comme il faut, ça peut fonctionner. Ils ont quand même un... Encore une fois, si on parle uniquement du côté de l'attaque, parce que tu as totalement raison sur la défense, mais bon, ils n'arriveront pas à mettre Ayuk sur le terrain, ça c'est sûr, mais Debo va revenir, CMC va revenir. Donc voilà, je pense que ça peut... Je pense que voilà, offensivement ils ont eu des gros manques et ça peut se changer rapidement. Est-ce que tu verrais le Dambonnet l'arrivée de Robert Saleh en défensif coordinateur? Ça pourra pas faire de mal de toute manière, donc moi je pense que chaque addition qu'ils peuvent faire, il faut qu'ils le fassent. Après, du peu qu'on en voit, Robert Saleh il est plutôt parti pour aller au niveau des Packers dans le comment dire post-Aaron Rodgers traumatic club. Donc voilà, il s'amusait. Là, il part visiblement du côté de, il est assistant visiblement au niveau de l'attaque des Packers pour aider à lire les défenses. Ok, C'est moi ce j'ai que pas vu ça passer. j'ai cru lire ça. Ce que je trouvais intéressant comme point de vue, ça change. Plutôt que de dire je suis défensif coordinateur, je vais juste travailler sur la défense. Il te dit bah non, là il y a ce play là, je défense ça s'ajusterait de cette manière, comment tu fais? Je pense que c'est un peu la vision qu'il y a. Et si c'est ça, peut être une vision intéressante. Euh, voilà, dans des Packers, on en a parlé, qui sont dans une division assez difficile, donc avec des attaques qui fonctionnent bien. Ok, donc voilà, bah dites-nous dans les commentaires hein, pour vous quelle, euh, quelle équipe va remporter sa division. Est-ce que vous êtes d'accord en tout cas avec moi sur le fait que la FC West, moi, me semble jouer avec les Chiefs en 6-0, Elle est même s'ils jouée, ont hein, je suis commencé à assez 3. d'accord. Je Et suis la assez FC d'accord. Est avec les Beats en 5-2, avec trois équipes, trois épaves en tant que concurrent dans la division. Yes, yes. Et ben on fait comme ça. Donc n'hésitez pas en commentaire, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Spotify, à peu près partout. Mettez des commentaires là où vous pouvez, ou dans le Discord pour ceux qui y sont. Euh, on peut passer au preview du Thursday Night si ça te va. Ouais, Et on donc rewind. au rewind du Thursday Night, exactement. Merci. On a eu dans la nuit les Vikings qui abordaient le match en 4-2, qui ont affronté les Rams qui abordaient le match en 2-4. Donc on a parlé qui était en 5-1 pardon, les Vikings et les Rams en 2-4. Et on en a parlé, les Vikings sont en 5-2 maintenant, les Rams en 3-4, puisque les Vikings ont perdu 20-30 sur un dernier play. Si vous ouvrez Twitter et que vous tapez Face Mask dans la barre de recherche, vous trouverez le play et pourquoi ça râle. Assez étonnant cette dernière action, mais voilà, il y a eu quand même beaucoup de choses du côté des Rams avec le retour de plusieurs joueurs. Ouais, on a eu l'impression que le retour de Nakua et de Cooper Kupp a fait beaucoup, beaucoup de bien à cette attaque. Moi, j'ai trouvé que la O-line a aussi bien tenu du côté des Rams, qu'ils ont quand même très, très bien muselé la défense des Vikings, parce qu'il n'y a pas eu énormément de pression sur les côtes de Stafford. Il a pas du tout été saqué durant le match, hein, d'ailleurs, même s'il a quand même une certaine faculté à sortir de la poche, c'est quand même pas sa qualité première. Euh, pour le coup, côté Vikings, j'ai trouvé que les corners, ils avaient vraiment fait leur âge. Hein. Gilmore et Griffin, ils étaient en très grosse difficulté face justement à Nakua et à Cup. Après, je trouvais qu'en début de match, il y a eu quelques mouchoirs jaunes un petit peu généreux du côté des Rams, qui les ont fait aussi avancer, notamment sur les troisièmes tentatives. Et il y a une stat qui ne ment pas trop. Hein. Les Rams ont eu 5 first down obtenus grâce à des pénalités, contre 0 du côté des Vikings. Donc, que ce soit deuxième ou troisième tentative, il y a eu des pénalités qui ont été appelées, qui ont amené à un first down côté Rams. Alors, je vais modérer ça, c'est pas grâce à ça qu'ils ont gagné. Je pense que sur le début de match, le fait qu'ils soient à 14 partout, ça les a un petit peu aidés. Après, côté Rams, ce qui les a aussi aidés, hein, c'est qu'ils soient à 100% en red zone, hein, 3 passages, 3 touchdowns. Là où pour les Vikings, ils ont fini à 2 sur 4. Donc le match, pour moi, s'est joué un petit peu là-dessus. Et effectivement, on peut revenir sur ce face mask, mais bon, il est dans sa propre end zone d'Arnold. Ils avaient encore 80 ou 100 yards à parcourir. Il restait 1 minute 30 ou un tout petit peu plus, sans temps mort. Ils étaient à 28-20, donc même s'il y avait touchdown, il fallait faire la conversion à 2 points. Donc rien ne dit non plus que les Vikings seraient remontés. Ça reste dommageable malgré tout de finir un match là-dessus, on est bien d'accord. Sachant que sur un face mask, voilà. tu prends 15 yards et tu prends une Ouais. première tentative. Donc en vrai, d'un coup, tu es beaucoup plus haut au niveau du terrain.
qui aurait pu être sifflé. Et on voit au niveau du joueur, quand il fait le face mask, il se dit ah là là, qu'est-ce que j'ai fait, j'aurais pu faire juste un plaquage. Et au final, c'est pas des pénalités qui ne sont pas reviewables dans ces à peu près tout le temps dans le match, hein, même, hein, mais encore plus dans les 2 dernières minutes, tu peux pas poser de challenge. Bah, même des challenges là-dessus, ils avaient essayé de mettre ça en place sur des passes interférences. Ouais, Des head coach qui avaient dit, enfin, en tout cas, il y avait une règle qui était lancée pour lequel les head coach pouvaient challenger une passe interférence pour ou contre, en disant, bah non, c'est pas un bon appel. Les arbitres, ils ne se déjugeaient jamais, hein. Clairement, ils ont un ego qui est plus fort que certains joueurs. Donc, voilà, c'est compliqué là-dessus. Parce que je pense que tu peux pas trop discuter avec eux, quoi. C'est un peu les commandants à bord, donc c'est un peu dommage. Et pour le coup, ouais, tout le stade l'a vu. Et après, Byron Young, il a tweeté un truc en disant non, je me suis mis les mains sur le casque parce qu'il y avait trop de bruit. Il était sans rigolant. Mais tout le monde l'a vu, sauf les arbitres, ça reste dommage, quoi. Ça reste Surtout un que petit tu as peu des dommage. arbitres qui sont à 3 mètres, à 3 mètres, c'est un peu bizarre. Et la règle de la pass interference, elle était arrivée aussi pour une action qui avait favorisé les Rams sur la route du Super Bowl. Et là, c'est marrant, je pense que ça va changer parce que je pense que tout le monde en a un peu ras-le-bol. Et je sais pas si c'est une professionnalisation des arbitres, une sorte de GIGN de l'arbitrage en haut pour comment dire, pour vérifier tous les plays qui sont faits. Enfin, peut-être pas tous, mais au moins ceux qui sont reviewable. Donc voilà. C'est vrai qu'ils retournent jamais des pénalités. Hein. C'est souvent Non. ah oui, la balle était par terre, pardon. Voilà. Pascal Garibian, si tu nous écoutes, hein, n'hésite pas à postuler au sein de la NFL. Je pense que ça pourrait pas faire de mal, hein, quoi qu'il arrive. Rien qu'un professionnel là-dedans, ça ferait du bien. Moi, j'ai été impressionné par l'attaque, hein, comme tu as dit. Franchement, le trio, mais même quatuor, quintet offensif. Si on parle aussi de Stafford, qui était très bon, Kyren Williams, qui est toujours aussi bon, de manière générale, qui a mis son, je crois, touchdown dans le 10e match consécutif. Hein, lui, il fait un début de saison absolument fou, qu'il soit seul ou qu'il soit accompagné. Cup et Nakua, qui je trouve sont revenus assez sharp, surtout Nakua, qui franchement, le mec, il est arrivé comme si de rien n'était. Cup, heureusement, il s'est démarqué pour un touchdown qui lui sauve un peu sa ligne de stats, mais bon, je pense pas que ce soit le but de faire une ligne de stats à son retour. Mais d'ailleurs, le touchdown pour Cup est très très beau, ce qui m'amène à Stafford encore une fois. Hein, et Demarcus Robinson qui a fait un doublé de touchdown, qui était toujours bien placé quand il fallait sur les moments importants. Tu as parlé des passages en red zone qui étaient importants, et bah, lui il a bien réussi sa part là-dessus. Donc moi, l'attaque m'a rassuré. Je pense que j'en avais parlé lors du rewind, donc juste avant, que s'il y avait défaite, ça allait partir en braderie. Et j'ai l'impression que du coup, cette victoire, elle remobilise les troupes et on part sur le fait d'aller éventuellement accrocher des playoffs, si ce n'est plus, mais de garder en tout cas l'équipe ensemble. Je te rejoins sur Stafford, il a une faculté à avoir une lecture sur le premier et le deuxième niveau qui est quand même assez impressionnant. Bon, il n'y a pas beaucoup de quarterbacks comme ça dans la ligue et ça s'est vu sur des actions où au lieu de lancer sur la première lecture, donc vraiment je dirais le receveur le plus proche de lui, qui aurait fait gagner peut-être 2-3 yards et qui t'amène en fait à être en 3e et 6, 3e et 5, qui est toujours un petit peu compliqué à gérer parce que tu ne sais pas déjà si tu fais course ou passe. Et puis voilà, tu n'es jamais sûr de réussir. Bah, lui, il va vers sur sa deuxième lecture, vers Cup, vers Nakua, qui va leur permettre en fait d'engranger directement la deuxième tentative, je dirais, et de recommencer sur une première tentative et 10 yards à faire, quoi. Donc c'est quand même extrêmement impressionnant et ils ont semblé un petit peu rouleau compresseur contre cette défense quand même des Vikings qui avait été impressionnant depuis le début de saison. Donc à voir si c'est aussi la défense des Vikes qui commence un petit peu à baisser de niveau parce qu'ils ont pris aussi quand même pas mal de pions contre les Lions, même si on connaît cette équipe offensivement. Mais à surveiller quand même côté Vikings. Comme j'ai dit, les performances de Gilmore il s'était fait aussi embrumer salement par comment il s'appelle, celui des Lions la semaine dernière. Amon-Ra ou l'autre? Non, Tim Patrick? Le troisième du coup. Ah bah Jamison Williams? Non, le quatrième. Celui qui a mis un télé. C'est Tim Patrick qui a mis un touchdown, non? Je retrouverai le nom. Donc à voir de son côté, parce qu'il avait fait un bon début de saison, je trouvais. Et là, j'ai l'impression qu'il s'essouffle un petit peu. Donc à voir. À voir côté corner, si ça commence pas un petit peu à tirer la langue, parce que voilà, on connaît le coaching du coordinateur défensif. Ça demande Calif Raymond. Voilà, merci. Ça demande beaucoup d'influx, beaucoup d'énergie de la part de sa défense. Donc à voir si s'ils vont pas enchaîner avec des défaites maintenant. Bon, on n'espère pas. Bah non, parce que ça a été un peu une belle équipe en ouais. début de saison, mais
Ouais, c'était quand même intéressant. Puis bon, on n'en a pas parlé, mais offensivement, Jefferson a encore fait un match monstrueux. Il capte des ballons qui sont incatchables. Le mec, c'est un Son, cheat code. son premier carton, il est incroyable. Ah ouais, il est partout. Il a fait un catch à sideline. Oh là là. Il y a le catch en sideline où la balle elle remonte, il y en a quelques-uns où t'as l'impression que t'as 4 joueurs sur lui, mais la balle elle arrive quand même au bon endroit, pile poil bien. Ça d'ailleurs, c'est des passes que Darnold des Jets ou Darnold des d'autres choses des Panthers n'aurait pas réussi. Donc, non, franchement, c'est bien de voir un mec avec de la confiance, et en même temps, quand t'as Jefferson, tu te dis que si tu lances la balle bien, elle est attrapée. Donc, voilà quoi. Le plus dur, il est fait entre les mains du receveur parfois, et je pense que ça te simplifie la vie. Un peu déçu par la saison d'Addison pour le moment, je trouve. Même s'il a été un petit peu blessé, mais Ouais, il y a une petite il a du blessure mal qui traîne. à, ouais, il a du mal à se montrer. Quand Jefferson est sur le terrain, il avait pris un bon relais l'année dernière, on peut lui reconnaître, mais cette année, je trouve que c'est un petit peu plus compliqué. Et puis pour les Vikings, vivement, je pense le retour aussi de Chinson, le tight end, parce que ça va aider aussi sur les tracés Ok. mi-court, mi-long, mi-court. Donc ouais, vivement pour eux son retour aussi. Ouais, bah normalement ça arrive la semaine prochaine. Hawkinson il Hum, arrive la semaine ouais. prochaine, donc ça devrait le faire. Il y avait un doute sur le fait qu'il arrive cette semaine ou pas. Visiblement, ils vont lui laisser les 10 jours supplémentaires pour qu'il puisse revenir. Et je pense que c'est une bonne idée. Et ça va un peu, peut-être resserrer un peu plus la boîte et ouvrir un peu plus Ouais. d'opportunités à Addison, plus sur l'extérieur, je pense. On verra si c'est le cas ou pas. Mais voilà, en tout cas, victoire des Rams 30-20 face à des Vikings qui du coup perdent 2 matchs de suite, des Rams qui gagnent 2 matchs de suite. Voilà, une dynamique dans cette NFC Nord et dans cette NFC Ouest qui change un petit peu. C'était un beau match. Pour un match de jeudi, c'était un beau match. Ça Franchement, change, ouais. Ah ouais, ça faisait du bien Ça change du 33-10 ouais, de la semaine dernière. Ah ouais, c'était moins sympa. On va passer au gros projet, le match de la semaine. Alors, il y a plusieurs matchs de la semaine qui peuvent être intéressants, mais on a décidé de plutôt partir sur une storyline, pour parler d'équipes dont on parle pas tout le temps. Et donc, le match de la semaine, c'est le retour de bye week des Bears en 4-2 qui vont se déplacer sur le terrain des Commanders en 5-2. Match entre le numéro 1 de la draft Caleb Williams contre le numéro 2 de la draft, on espère en tout cas Jaden Daniels. Et au pire, ce sera toujours le numéro 2 de la draft et ce sera Marcus Mariota. Et ça fonctionnera très bien. Donc voilà, moi le match, t'as bien fait de le mentionner. Moi j'allais plutôt partir sur. C'était quoi j'avais proposé Eagles Bengals, il me semble, qui aurait été un match aussi intéressant. Mais là, c'est vrai que celui-là, il est cool. Et qu'est-ce que toi t'as envie de suivre sur ce match-là? Alors, il semblerait quand même que Daniels ne joue pas ce match. Les dernières infos, on enregistre voilà, un petit peu tardivement le vendredi, donc il y a quand même des retours qui sont. Il s'est pas entraîné encore aujourd'hui, donc ça semble un peu mal parti pour lui. Mais moi, ça va être l'attaque de Washington contre cette grosse défense des Bears, qui est quand même classée 5e dans la ligue en nombre de yards par match. Là où pour Washington, ils sont top 4 en nombre de yards également. Très bon à la course et un peu plus milieu de la ligue, je dirais, à la passe. Donc ça va jouer là-dessus. Je dirais que le point faible un petit peu des Commanders, c'est le jeu de course en défense face à la très bonne attaque au sol des Commanders. Surtout si Daniels ne joue pas. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de pression sur notre ami Robinson. Pour moi, ça va jouer là-dessus. Et puis voilà, essayer au maximum pour les Commanders d'éviter les turnovers, parce qu'ils ne sont pas habitués justement à en faire. Ils en ont fait que 3 depuis le début de saison. Là où pour les Bears, par contre, c'est une vraie qualité défensive. Donc les Bears prennent pas mal de yards, je dirais, en défense, malgré tout, mais arrivent à faire des gros turnovers qui sont rendus à 7 cette année. Donc potentiellement, le match va jouer là-dessus, sur un fumble, une interception de potentiellement Johnson, leur meilleur cornerback. Et puis voilà, match intéressant. Effectivement, c'est dommage de ne pas voir Daniels, parce qu'il y a une belle narrative entre les deux premiers QB choisis à la dernière draft. Ce n'est que partie remise, je l'espère. Mais match intéressant, parce que on a dit les Bears, ils sont sur une bonne dynamique, mais en même temps, ils ont rencontré deux équipes qui étaient largement à leur portée, parce que c'était les Panthers et les Jaguars. Donc là, face à une équipe qui tourne quand même très bien, même si elle a un tout petit peu plus de mal défensivement, offensivement, elle tourne très bien. Ça va être un premier gros test pour justement cette nouvelle machine des Bears qui semble être lancée. Donc, match plutôt cool à suivre. Et puis, on le rappellera à la fin, mais changement d'heure. Donc, en plus, c'est un match de 18 heures, si je ne me trompe pas. Donc, un horaire décent pour nous, Français. Donc, profitons-en. Il sera à 10h20, il sera à 9h25, pardon. Ils l'ont switché avec un autre, justement, ce qui était prévu à 18h. Et ils l'ont switché en mettant à 9h25. Ok, apparemment du coup Jaden Daniels n'était pas disponible dans la partie publique,
la partie ouverte aux reporters, mais il se serait entraîné indoor. Ok. Voilà, bon. Après, à voir si c'est pour avoir un Daniels limité, bon, vu son jeu un petit peu à risque, ça vaut pas le coup de le mettre sur le côté sur un. Après, c'est un très bon passeur et tu peux juste lui dire d'arrêter de courir sur les plays en question et donner plus la balle à Robinson et à Eckler qui sont quand même des très bons running backs et à qui tu peux faire confiance. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est cette défense des Commanders qui a bouffé les Panthers la semaine dernière. Et c'est les Panthers, on dit beaucoup, voilà, à chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est les Panthers, c'est les Panthers. Mais quand même, ce que j'ai vu, c'était intéressant, c'était une défense qui avait faim et qui avait envie de tout détruire sur son passage. Et j'ai envie de voir face à des Bears où Caleb Williams, il aime prendre son temps, même si c'est un peu de mieux en mieux, mais pour lancer la balle, il prend son temps. Si t'as une défense agressive et comme on a pu voir face aux Panthers, je me dis, ça peut être sympa aussi de voir comment ça peut se faire, parce que si tu as envie d'aller chercher du sac, c'est vraiment contre les Bears que tu peux aller le chercher. Si la ligne est s'effrite à un endroit, Caleb Williams il prend un peu plus son temps. Donc voilà, j'ai envie de voir ça. Et effectivement, grosse attaque des Commanders, grosse défense des Bears, je suis totalement d'accord avec toi. Mais ce que j'ai vu des Commanders la semaine dernière m'intrigue sur ce match-là. Et si c'est Mariota, ça m'intrigue aussi, parce que est-ce que le mec il est capable de refaire des... Parce que là il est capable de choper un contrat de titulaire quelque part, s'il fait 2 matchs bons de suite comme ça, ou alors tu vois, dans une situation un peu bizarre aux Giants par exemple, d'aller récupérer un contrat d'1 an de transition avec un QB projet, puisque voilà, il y a différentes choses possibles qui peuvent se passer du côté des Giants lors de cette intersaison. Donc voilà, ça m'intéresse. À noter leur D-tackle du côté des Commanders, Jonathan Allen, qui a été mis sur Injury Reserve. Donc, un peu dommage, quoi. Un peu dommage. Ils avaient drafté aussi sur ce poste-là pendant l'intersaison, donc je pense qu'ils vont réussir à combler. Est-ce qu'ils vont réussir à combler par un mec du même niveau? J'ai un doute, parce qu'Allen, c'est quand même un top intérieur de ligne de la ligue. Mais dommage de leur côté d'avoir perdu ce joueur-là, en tout cas pour mettre la pression et pour le run stop. Yes. Autre chose à dire sur ce match-là? Non. Et ben moi non plus. Et on se garde le pronostic pour le 2-minute warning. On va passer aux heures sup. Des heures sup sur un match, un joueur, peu importe ce qu'on a envie de suivre sur cette semaine. Et on s'est fait tous les deux des petits points receveurs. Donc je te laisse commencer sur le tien qui est assez intéressant. Ouais, sans grande surprise, moi je suis parti sur DeAndre Hopkins. Du coup, nouvelle arrivée du côté des Chiefs via trade. Alors, pour rappel, le trade, c'est un 5e tour, possiblement 4e si les Chiefs atteignent le Super Bowl et que Hopkins joue 60% des snaps. Et des snaps du Super Bowl ou des snaps tout court? J'ai pas réussi à retrouver je pense que c'est les snaps en global. Ils ont mis les snaps en tant que Chiefs. Donc, on peut estimer que c'est sur la globalité, saison régulière, playoff et Super Bowl. Et puis là où les Chiefs ont été très forts, c'est qu'en plus les Titans prennent en partie le salaire de Hopkins, parce que sur les 8 millions, les Titans prennent 2,5 millions. Donc c'est très fort du côté des Chiefs. Encore une fois, à voir comment il va s'intégrer. Andy Reid, on lui a posé la question, enfin pas moi personnellement, mais un journaliste américain lui a posé la question. Oui. Hello Andy. Un journaliste américain lui a posé la question s'il allait faire jouer Hopkins. Il lui a simplement répondu pourquoi ne pas le faire jouer ou pourquoi attendre. C'est traducteur. Donc clairement oui, il va jouer. Alors combien de snaps on verra. Mais clairement on va le voir sur le terrain cette semaine et il vaut mieux vu la cascade de blessures qu'ils ont sur le poste de receveur. Faut pas s'attendre non plus à des miracles comme pour tout retour de blessure, comme on l'a évoqué Ricky Persol par exemple aux Niners. Voilà, s'il arrive à faire 4-5 catchs pour 50-60 yards, c'est ce qu'on va lui demander. Et ce qu'on va lui demander aussi, c'est en tant que vétéran d'être une valeur sûre sur des 3e tentatives, des 3e et 4, des 3e et 6, peu importe. Il faut que ce soit la cible privilégiée de Mahomes en plus de Kelsey pour valider, je dirais, cette tentative et repartir sur un contrat de 4 tentatives. Donc, je pense que voilà, c'est pour cette possibilité-là, pour ce choix-là, que Hopkins a été pris. On a vu qu'ils ont essayé le coup avec Cooper Kupp, justement, et que les Rams demandaient un petit peu plus cher en tour de draft et les Chiefs n'ont pas voulu donner. Donc voilà, ils étaient en recherche d'un receveur. Ça parlait beaucoup d'un receveur également vu la liste de blessures. Il est arrivé à voir ce qu'il a donné. Yes, assez d'accord. Franchement, ça va être intéressant. Est-ce que le mec est washed ou est-ce qu'il était juste avec Will Levis? Je pense que ça va lui faire du bien de bouger.
Et c'est cool. Franchement, Diop, ça fait un petit moment qu'il n'a pas eu de quarterback compétent. Donc voilà, c'est appréciable, je pense. Là, je pense qu'il a plus l'énergie, l'explosivité de sa jeunesse, clairement. Mais par contre, les mains, même quand tu vieillis, les mains, ça disparaît pas. Si tu as des bonnes mains, enfin, tu continueras à les avoir, quoi. Et c'est vraiment ce qu'on va lui demander avec les schémas de jeu en plus d'Andy Reid, parce que c'est pas Matt Nagy, on va pas se le cacher. Il va être ouvert. Il va être ouvert grâce au schéma de jeu. Donc à lui de catcher les ballons qui seront envoyés dans cette direction. Yes, assez d'accord. Assez d'accord. On va le voir avec un autre numéro que le numéro 10, ça fera bizarre. Mais Ouais. hâte de voir le numéro. C'est tant que c'est pas un vieux numéro genre 80 ou comme ça. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Bon, donc assez d'accord. Moi, donc toi tu vois une équipe avec un nouveau receveur. Moi je veux voir surtout les équipes sans leur receveur. On a parlé du match entre les Bucks et les Falcons un peu rapidement, mais les Bucks qui ont perdu Chris Godwin sur une blessure fin de saison, hein, très probablement, à moins qu'il aille Enfin, je le vois pas rejouer. Mike Evans aussi qui est blessé, donc le duo pour l'instant c'est Macmillan et Sterling Shepard, de ce que j'en ai un peu compris. Pas ouf. Franchement, ça fait chier. Enfin, c'est moche pour un Baker Mayfield qui faisait un excellent début de saison. Surtout quand tu perds Godwin sur un drive inutile. Enfin, on en a parlé un petit peu rapidement. Je sais plus si c'est sur le Discord ou si c'est en épisode, mais t'es mené de 10 points, tu cours comme pas possible alors que t'étais déjà mené de beaucoup de points avant. C'est bien, c'est sympa, mais au final, voilà, tu le payes cher pour au final en plus perdre le match. Pas ouf. Dans les équipes sans receveur, il y a aussi les Patriots, mais ça c'est normal, c'est juste que vous en avez pas. Ça, voilà, On ça a c'était. Pop Douglas. En vrai, je suis méchant, lui. Moi je l'aime bien, lui, pour le coup, Douglas, Demario Douglas, j'aime bien. Mais voilà, c'était plus pour parce que t'es avec moi, donc je voulais faire un petit bisou. Et aussi les Niners contre les Cowboys, puisque les Niners, du coup, ont perdu Ayuk fin de saison également, c'est les ligaments croisés. Deebo Samuel a une pneumonie. Et donc du coup, je sais pas s'il va jouer, je pense pas, j'espère pas en tout cas. J'espère qu'il se repose et que les fluides s'en vont de ses poumons. Et comment dire, et du coup on aura le début d'un duo pareil, Ricky Pearsall et Jawan Jennings. Ça Ouais, contre il des était blessé Cowboys. la semaine dernière, Jennings. Ouais, il est doubtful en plus, avoir donc cette ça semaine, ça risque d'être difficile. Je sais même pas qui est le receveur 5 au niveau des. Cowing et Chris Conley. Ok. Donc ça va être beaucoup Ouais. de Kittle et de Pearsall. Hein, je pense qu'on va beaucoup voir Guerrendo aussi. Je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de jeux à la course que de jeux à la passe. Mais voilà, en tout cas, c'est ces équipes-là qui ont une forte identité de lancer la balle par choix ou pas. Parce que les Niners, c'est pas par choix, mais les Bucks, ça l'était. Donc voilà, voir comment est-ce qu'ils s'adaptent cette semaine avec. Shanahan, il va réussir à s'adapter probablement, mais en plus c'est des matchs qui sont un peu compliqués. Les Cowboys contre les Niners, c'est vraiment une affiche qui peut être finale de conférence. Et Bucks Falcons, c'est un match qui intra-division entre deux leaders. Voilà, ces équipes-là, sans leur receveur, c'est quelque chose que j'ai envie de suivre. Je sais pas si j'ai oublié d'ailleurs des blessures. Je vais Non, regarder j'enlève vite dans fait. les rosters, non, je crois pas. Je crois pas. Mais ouais, on y viendra pour les 2 minutes, pour les 2 minutes warning, mais le Cowboys 49ers, ça a pronostiqué. Il est pas évident. Hein. Il est compliqué, ouais. Très Ouais. compliqué. Il y a aussi les Panthers qui vont jouer sans Adam Thielen, mais ça c'est logique, il est en arrière. Et aussi sans Deontay Johnson contre les Broncos. Bon, on ne s'attendait pas à grand chose, mais voilà. Ça va pas changer le résultat initial du match. Non, clairement. Donc voilà, ces matchs-là, je me poserai la question à la fin du match de est-ce qu'ils ont réussi à s'en sortir, sachant que les Niners jouent dans le Sunday Night Football et que les Bucks et Falcons c'est le match de M6+. Donc vous pouvez regarder ces deux matchs-là si vous avez envie, sans avoir le Game Pass, juste en regardant en ligne. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur toutes les affiches avant de passer au 2-minute warning? Non, c'est bon, on peut y aller. Alors, je rajoute un petit truc, moi, du coup, de mon côté. Pour tous ceux qui ont des espoirs sur les Cardinals, attention, Call of Duty vient de sortir. Donc, Kyler Murray, ses performances risquent de chuter un petit peu. Et voilà. Qu'ils affrontent les Dolphins avec le retour de Tua qui a passé le protocole de commotion après 4 semaines. Ça n'était pas, je pense, une grosse surprise après autant de temps out qui passe ce processus.
Bon, on va passer au tout Il a dit minute warning. il a dit, tu vois, qu'il voulait mourir sur le terrain, donc ça le dérangeait pas. Très bien. En plus, le casque, il est pas beau, donc je le prends pas. J'en prends un autre. Tout minute warning, du coup. C'est parti avec les matchs du coup d'abord à 18h parce que le changement d'heure oblige. Les matchs sont 1 heure plus tôt, donc on a du 18h, du 21h25, 1h20 et 1h15. Donc voilà, vous pourrez. Les matchs finissent plus tôt, donc c'est bien, c'est une bonne. Ah, c'est bonne bien nouvelle. ça, ouais. Ouais. Plutôt qu'ils commencent Profitez-en, plus tôt, c'est sûr. c'est qu'une semaine dans l'année, donc faut en Ah, c'est profiter. que une. Ouais, je crois, ouais. Parce que la semaine prochaine, du coup, on revient à 19h. C'est les Ok, je Américains, crois. ils changent de. Ah, ils changent le 1er novembre, le premier week-end de novembre et nous on ferme le Ouais. premier. Ok. Je croyais que c'était un peu plus tard, mais ok. Ils vont changer ça pendant leur élection. Putain, ils sont couillus ces Américains quand même, il y a pas à dire. Ils vont dire ouais, mais ce bulletin il a été à 3h du matin. Mais auquel oh là là, on sait pas. Voilà. C'est du Stop stop de de count, count. c'est stop de clock. Ouais, c'est ça. Ils vont avoir leur propre 2 minute warning aussi. Ah non, on peut Tout pas va faire. Là c'est fini là. Là sinon on du peut. front office, ça va durer un quart d'heure ou 20 minutes. Ça va être, ça va être le son de American Nightmare là. Euh, tu vas avoir 1 heure où ils vont avoir le droit de faire ce qu'ils veulent. Ça va être horrible. Ces Américains vraiment. Enfin bref. Du coup c'est parti pour le 2 minute warning. On commence avec les Ravens qui vont sur le terrain des Browns. Les Ravens. Les Ravens aussi. Hein. Les Browns qui seront animés par Jameis Winston. Donc voilà. Ensuite on a les Titans qui se déplacent chez les Lions. Lions. Lions aussi. Colts Texans. Texans. Texans aussi. Packers Jaguars. Packers. J'espère Packers et j'espère comment dire comment on dit une viration, hein, un licenciement de De Doug. de Doug, ouais. Ouais. Et de Peterson aussi, hein, d'ailleurs, mais Bon, les deux en même temps. ouais les deux, hein, franchement. Pour un Doug viré, le deuxième viré. Un bisou Doug, hein, on t'aime bien. Reviens-nous vite. Cardinals Dolphins. Je reste sur Cardinals. Dolphins pour moi. Jets Patriots. Jets. Patriots. Falcons Buccaneers. Falcons. Falcons. Eagles Bengals. Je vois quand même les Eagles. Pareil, je vois les Eagles aussi. Saints Chargers. 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 Bills Seahawks. C'est à Seattle. C'est à Seattle, ouais. Ouais. Je vais dire les Bills, mais sans grande conviction. Je vais dire les Bills aussi. Les Bears contre les Commanders. Je reste sur les Commanders. Je vais partir sur les Bears. Bears, si Mariota et Commanders, si Daniels. Ouais. Voilà. Panthers Broncos. Broncos. Broncos aussi. Chiefs Raiders. Chiefs. Chiefs. Oui, il n'y a pas de QB, pardon, excusez-moi. Cowboys Niners. Cowboys. Cowboys aussi. Et Giants Steelers. 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 Voilà, ça nous fait notre petit 2 minute warning. Sauf les matchs moins. J'ai moins d'attentes sur cette semaine-là que la semaine dernière. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, il y a plus d'équipes, donc il y a plus de matchs moyens. Ouais, c'est ça. T'as l'impression que les matchs ont déjà un petit peu joué, ce qui du coup peut créer des surprises, mais ouais, un petit peu moins d'attentes. Il y avait quand même des grosses affiches aussi la semaine dernière, et généralement quand même des grosses affiches, c'est dire aussi des matchs de merde, on va pas se le cacher. Ouais. Mais pour le coup, ouais, là, on sent l'homogénéité de la ligue, et là, on est. Bon, heureusement que c'est des matchs à 18h, on va se coucher un petit peu moins tard. C'est ça. Bah voilà, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à rajouter de ton côté? Non, on a fait le tour. On a fait le tour. Assez d'accord, on vous rappelle du coup le live mercredi à 21h, ou 21h11, on verra l'heure à laquelle on démarre, avec les retardataires, les enfants à la crèche et compagnie. Donc on va voir ça. Donc 21h, notre top 11 des receveurs de la ligue. Si on devait trader pour un receveur dans notre équipe, qui on irait choisir? Et du coup, préparez votre top 11 à l'avance si ça vous dit, et comme ça vous pouvez venir comparer avec nous et avoir votre petite liste en même temps de oh là là, mais qu'est-ce qu'il est, GG nous l'a refait, ou GG a contaminé telle personne. Donc voilà, vous êtes capable de faire tout ça.
Et ça va être un bon moment, je pense. On va s'amuser et ce sera très à l'animation et ça va être bien. Moi, je vais me reposer, je vais venir, je vais juste me faire incendier sur mes choix et ce sera très cool. Ce sera parfait comme ça. Voilà. Rien de plus. Rien de plus. C'est bon. Bon. J'ai trop l'exercice des receveurs, on pourra en reparler pendant le live, mais Ouais. plus difficile que les QB. C'est pour ça qu'on a dit Alex, faites-le de votre côté, parce que il y a beaucoup plus je dirais de receveurs que de QB dans l'absolu. Mais ouais, très très difficile de ressortir un 11. T'as des tiers en fait, je trouve, de receveurs. Ouais. Et après, dans quel ordre tu les classes, c'est un peu. Ouais, c'est un peu plus compliqué parfois. Moi, je sais que mon top 4, par exemple, est interchangeable. Ouais, et puis selon le profil aussi que tu apprécies, si tu aimes bien les grands receveurs rapides sur lesquels tu peux lancer des balls 50-50 parce que tu sais qu'il va se démerder, ou des mecs Ouais. un peu plus petits qui va jouer un peu plus dans le slot, là, ça va vraiment être à l'appréciation de chacun, en essayant malgré tout de rester objectif, mais c'est un exercice très difficile. Ouais. Ouais, moi j'étais dévasté de mettre mon cinquième. Je voulais le mettre plus haut, mais je pouvais pas. Je regarde ce que j'ai mis. Mais ouais, non, mais voilà, il y a vraiment beaucoup de receveurs qui sont cool. Et après, effectivement, c'est en fonction de. Enfin, il y a plein de choses. Ça peut être j'aime bien le joueur pour telle et telle raison. Et en fait, ça empêche pas que. J'en sais rien, hein, j'ai pas d'exemple particulier, mais. Si tu mets pas, qui est-ce qu'il peut y avoir qui serait limite top 11. Ouais, j'ai pas d'exemple parce que des fois, je vais me, comment dire, me balancer tout seul et vous allez vous préparer des arguments. Mais bon, Non, bref. bah, Si typiquement, les deux derniers retours de blessure du côté des Rams, où est-ce que vous les placez? Ouais, totalement. Et si tu le places hors du top 11, un des deux, bah tu te dis ouais, mais en fait, il y a d'autres joueurs qui sont aussi bons et qui font ça. Et voilà, tu peux t'en sortir, je pense, sur à peu près tous tes choix. Après, à voir en fonction des choix, évidemment. Parce que si tu nous as mis Pop Douglas, là, on va réfléchir. J'ai dit que je restais objectif. C'est vrai. Moi, ouais. Mais non, non, il y avait des choses à prendre en compte parce qu'on omettait un joueur qui était actuellement blessé, mais on gardait comme en référence un joueur qui avait un passif de blessure, par exemple. Donc ça rentre aussi dans la réflexion Ouais. et dans la balance sur certains joueurs qui, malheureusement, ratent peut-être deux, trois matchs dans la saison. Donc c'est vraiment, fallait vraiment se pencher pour le coup sur les chiffres, sur le nombre de matchs, les statistiques, tout ce que tu veux. Les équipes dans lesquelles aussi les receveurs jouent, parce que certains ont quand même eu des quarterbacks nuls qui leur lançaient des ballons, et d'autres ont toujours été bien accompagnés. Donc Ouais. moi, en tout cas, dans ma démarche, il y avait tout ça à prendre en compte, et c'est pour ça que c'était un petit peu plus difficile. Assez d'accord. C'est pas le plus simple exercice, donc on a hâte de vous présenter tout ça et Ouais. d'avoir vos retours. Et voilà, on va s'amuser comme ça, c'est cool. Et ben en tout cas, on vous souhaite à tous une bonne red zone à 18h comment dire, et ensuite 21h. Une bonne journée. Oula, oula, je te laissais faire la fin, je pense. Une, Non, j'étais une en train bonne de journée, mourir. une bonne soirée. Et vive le football!